Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News. Nous sommes en direct jusqu'à à peu près 20h dans l'échiquier international. Ce soir, le débat sera consacré au Marogate, ce scandale qui continue de faire des vagues. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour évoquer les détails du programme. Le Marogate, ce scandale qui ne cesse de défrayer la chronique, on va s'y intéresser au moment où les révélations autour de cette affaire se succèdent. Actuellement, on parle même d'une corruption d'État lorsque des éléments de l'enquête mettent en lumière des ramifications qui mènent vers des hommes forts du régime du Marzen. Quelques titres de la presse européenne se sont emparés du dossier consultant des documents internes permettant une reconstitution détaillée de l'enquête. À l'exemple du quotidien allemand Der Spiegel, l'italien Il Fatto Quotidiano, encore le journal français L'Humanité. Tous ont enquêté sur cette affaire, apportant de fracassantes révélations. On continue de suivre donc ce dossier saisissant avec nos invités ce soir. On a avec nous sur le plateau Monsieur Sarid El Ayachi, président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir Monsieur El Ayachi. Salam. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois en présentiel sur le plateau d'Al24 News El Kanti Balla. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et militant sahraoui, on va également joindre dans un tout petit instant Rosa Moussaoui, journaliste grand reporter au quotidien français L'Humanité. J'espère qu'elle sera en notre compagnie ce soir. Donc on va justement revenir sur le scandale, ce scandale qui n'en finit pas, Sarid El Ayachi. On voit que les révélations se succèdent. Entre-temps, on apprend que l'ex-eurodéputé Antonio Panzeri, présenté comme étant le cerveau donc de l'affaire, puisqu'il était l'intermédiaire entre le Parlement européen et le régime marocain, doit tout révéler ce mardi aux autorités judiciaires belges, puisqu'il a conclu un accord avec la justice belge pour justement tout révéler. Ce n'est pas fini, hein, ce scandale. Vous dites à juste titre que ça ne finit pas, c'est dire l'ampleur de cette véritable machine de guerre que le Marzen a installée à l'intérieur du Parlement marocain. Laissez-moi insister d'abord sur ce point. Ça se passe à l'intérieur du Parlement marocain. C'est-à-dire, Parlement européen. C'est-à-dire que le Maroc a osé aller agresser les représentants des peuples européens. C'est dire que l'insolence et l'arrogance du Marzen vis-à-vis de cette structure supérieure qu'est le Parlement marocain laisse à penser que le Parlement marocain, le Parlement européen, encore une fois, je me trompe, le Parlement européen on va revenir justement sur la réaction du Parlement à une véritable marocain. Agression de la part du Marzen. Et cela a été possible parce qu'il y a une expertise que nous dénonçons depuis très longtemps, une expertise du Marzen en matière de corruption. Et on voit bien que, et vous l'avez très bien dit en introduction, ça n'en finit pas les révélations. On découvre le nombre tout à fait stupéfiant des députés qui ont été recrutés entre guillemets par le Marzen pour servir ses intérêts. Et nous allons en parler tout à l'heure. Le Maroc n'a pu faire cela que grâce à des complicités internes d'abord, et en plus grâce au soutien qu'il a reçu de l'entité sioniste dont l'influence traverse le Parlement européen. Bien entendu, nous allons développer tout ça dans l'émission, mais surtout, il faudra rendre hommage à l'honnêteté intellectuelle des juges belges qui maintenant sont en train de déterrer toutes ces mines, n'est-ce pas, qui ont été placées par le Maroc à l'intérieur du Parlement européen. Je voudrais insister aussi sur un point. Vous savez, quand on a commencé par dire le Qatargate, et on voulait absolument, comme si on voulait dévier, n'est-ce pas, l'attention du public et des responsables politiques européens sur le Qatar. En fait, le Qatar ne s'est servi
que du Maroc, c'est tout. C'est le Maroc qui a toute la machinerie à l'intérieur du Parlement européen. C'est le Maroc qui a aidé le Qatar à pouvoir toucher tel ou tel député. Ça veut dire tout simplement que le Makhzen et les services marocains étaient installés durablement et puissamment à l'intérieur du Parlement européen. Et puis c'est le Maroc qui a tenté d'influencer les décisions européennes. Avant de vous donner la parole, El Kantiballa, j'aimerais me diriger à Paris pour retrouver Rosa Moussaoui, journaliste au quotidien L'Humanité. Bonsoir Rosa. Bonsoir. Donc, votre journal a enquêté sur ce scandale au début de ce mois, précisément dans l'édition du 5 janvier. L'Humanité nous a donné des détails sur une sorte d'engrenage qui dure depuis plusieurs années, Rosa Moussaoui, dans lequel le Maroc était pratiquement intouchable par le Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez révélé ? Alors, l'enquête belge qui se poursuit, qui est en cours, on n'est pas du tout au bout de tout ce qu'elle peut nous apprendre, ne nous a pas du tout surpris. Parce que, effectivement, ça fait un quart de siècle presque qu'il y a au Parlement européen une politique d'influence, pour utiliser un euphémisme, une politique de corruption, une politique aussi de chantage de la part du Maroc, pour s'assurer la complaisance d'un certain nombre d'eurodéputés. Il y a aussi des pratiques de très grande agressivité dont on parle dans notre enquête vis-à-vis des eurodéputés qui, eux, ne se laissent pas corrompre et défendent, par exemple, le droit international en reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et qui portent ça, qui se sont battus contre les accords de pêche et les accords agricoles que la justice européenne, d'ailleurs, a fait tomber. Cette justice européenne qui a reconnu la personnalité du Polisario comme représentant du peuple sahraoui et sans lequel ne peuvent être négociés des accords commerciaux de cette nature et de cette importance. Donc nous, on a un peu enquêté en fait sur deux volets. D'abord sur les votes, on a fait un décryptage d'un certain nombre de votes importants qui concernent ces accords commerciaux, des votes aussi sur le prix Sakharov. On sait qu'il y a eu une forme de manipulation, des manœuvres pour empêcher la militante sahraoui Sultana Khaya d'arriver en finale de ce prix Sakharov. Il y a eu des votes véritablement tordus, puisque par exemple des eurodéputés socialistes espagnols ont voté en faveur de Janine Áñez, vous savez, la soi-disant présidente par intérim en Bolivie, qui avait été installée après le coup d'État. Donc ils ont préféré voter pour cette femme d'extrême droite plutôt que de laisser Sultana Khaya arriver comme finaliste du prix Sakharov. Donc ça porte essentiellement sur tout ce qui pourrait contredire la politique étrangère du Maroc telle qu'elle est menée. Et puis, on s'est aussi rendu compte que depuis plus de 20 ans, aucune résolution sur les droits humains, sur la liberté de la presse, concernant le Maroc n'avait pu être votée. Et je crois qu'on voit maintenant déjà bouger des choses, puisque de manière complètement inédite, une résolution a enfin été adoptée au Parlement. Elle évoque le cas de journalistes qui sont aujourd'hui détenus au Maroc sous des prétextes fallacieux, avec des accusations fabriquées, des accusations qui leur valent des peines de prison extrêmement lourdes. Et bien évidemment, ce n'est acceptable dans aucun pays. Et donc le vote de cette résolution, elle marque quand même un signal. Il faut savoir que, en dépit du scandale qui entourait ce Maroc Gate, il y a quand même eu au Parlement européen en amont des tentatives de torpiller cette résolution sur la liberté de la presse, qui évoque entre autres le cas du journaliste Omar Radi, qui a été condamné à 6 ans de prison sous des accusations complètement fabriquées, d'abord d'espionnage, ensuite de viol, qui sont des accusations parfaitement infondées. C'est tout à fait autre chose qui lui est reproché, parce que ce journaliste, il enquêtait sur des dossiers sensibles.
Justement, Rosa Moussaoui, on va s'intéresser, justement, on voit l'ampleur ou la tournure qu'a pris ce scandale et c'est saisissant. El Kantibala, je souhaite me pencher avec vous sur la réaction, je ne sais pas si on peut la qualifier de tardive du Maroc sur ce dossier. Il a fallu qu'il y ait donc cette résolution dont vient de parler Rosa Moussaoui, adoptée par le Parlement européen pour que les parlementaires marocains se prononcent en faveur de la révision des liens avec le Parlement européen. Est-ce qu'on peut parler réellement d'une réaction tardive? Comment ce scandale a été accueilli justement par le Makhzen? On peut parler d'un choc. C'est une campagne quelque part classique. On l'a vu dans la crise de Perejil avec l'Espagne. Oui. Et à ce moment-là, en fait, il y avait toute une mobilisation plutôt destinée à l'opinion marocaine qui probablement pourrait, à la faveur d'une crise majeure, se tourner contre le régime. Oui. Rappelez-vous, Perejil, c'était une question de souveraineté, voire même une éventuelle guerre entre le Maroc et l'Espagne. Aujourd'hui, on est face à une même situation, presque, au même modus operandi, c'est-à-dire le Makhzen, il va faire agir tous ses leviers, Parlement, syndicats de la presse, etc., pour quelque part favoriser ou pousser l'opinion publique marocaine à quelque part, au lieu de se révolter contre les pratiques du régime et se constituer en une éventuelle révolution, eh bien, le régime cherche à la canaliser. Que s'est-il passé cette fois-ci? Eh bien, cette fois-ci, on est face à une crise majeure entre un ensemble de pays appelé l'Union européenne, excusez du peu, c'est vraiment un ensemble extraordinairement fort, et un petit pays qui est le Makhzen, qui tente ni plus ni moins que de s'immiscer à l'intérieur dans les affaires internes de ces pays, à dévoyer leur démocratie chèrement construite et également amoindrir leur architecture juridique difficilement construite. L'effet est grave, effectivement, et les institutions européennes sont également face à leur opinion publique. Ils ne peuvent tout de même pas tolérer que le Maroc s'immisce de cette façon dans leurs affaires internes en soudoyant des représentants de leur population et également par la corruption. Ce n'est plus du lobbying, c'est de la corruption qui est pénalement condamnable. On manque d'arguments cette fois-ci au regard donc, des personnalités qui sont impliquées cette fois-ci, des personnalités de haut rang, Saïd El Ayachi. C'est une corruption d'État. Mademoiselle, moi je suis de ceux qui disent cela n'est pas étonnant. On a dénoncé cette pratique, cette expertise même du Makhzen dans la corruption. On sait que par exemple, pour tous les parlements nationaux, le Makhzen a des listes de députés vulnérables, de députés non vulnérables, de leurs privilèges, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qu'ils aiment. La corruption est une mode institutionnel de gestion au Maroc. Alors, ce qui est intéressant, à mon avis, maintenant, c'est de voir comment les Européens vont réagir. Oui. Et surtout, qu'on ne nous sert pas cette histoire de l'arbre qui cache la forêt, que maintenant on nous fasse une résolution sur les droits de l'homme. C'est honorable. C'est très honorable. C'est très honorable. Il y a un journaliste qui est en prison. C'est pas d'aujourd'hui, mais enfin, bon, pour la première fois, comme le Maroc a toujours été le chouchou de l'Union européenne, rappelons qu'il a le statut avancé dans les relations entre le Maroc et l'Europe. Alors, aujourd'hui, est-ce que les Européens vont réagir? Est-ce que les Européens vont réagir comme il faut face à cette agression de la démocratie? Oui, ben... Oui. Allez-y, Kantibala. En fait, ces députés-là et les institutions européennes devraient vraiment demander pardon aux victimes, en l'occurrence les victimes sahraouis.
votre invitée, Madame Moussaoui, a invoqué comment la militante et la victime Sultana Khaya a été victime de tels agissements condamnables moralement, mais aussi pénalement. Mais également, rappelons-nous, ce que demandait le Maroc secrètement est révélé par Chris Coleman, c'est-à-dire atténuer le rapport, par exemple, sur les droits de l'homme du député britannique de l'époque, Richard Tannock, ou alors le fameux rapport de Patricia Lalande qui a permis quelque part, légitimer l'implication de l'Union européenne dans l'exploitation des ressources du Sahara occidental sous occupation. Nous, les victimes sahraouis, nous sommes gravement lésés par les agissements de ces personnes véreuses et corrompues, dits eurodéputés. Très bien. Rosa Moussaoui, on le constate, le Maroc a toujours été protégé lors de au sein du Parlement européen. Rabat n'a été épinglé que dans quelques rares cas. Comment, si on devait justement regarder de plus près, donc le dernier vote qui a été fait concernant la dernière résolution qui a en défaveur du Maroc, on constate que c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes eurodéputés qui votent en faveur du Maroc. Est-ce que vous partagez cet avis, Rosa Moussaoui? Oui, enfin tous les témoignages sont concordants. Il y a une espèce de lobby qui s'est constitué et qui empêche qui en tout cas travaille à ce que les décisions qui soient prises soient conformes à ce qu'exigent les autorités marocaines. Mais je crois il faut bien dire que l'ingérence, elle va beaucoup plus loin que le simple vote de résolution. Elle est extrêmement grave et elle se décline aussi dans les pays. Et je voudrais vous donner un exemple. Oui. Il y a quelques années à Paris, donc Hamouchi, le chef de la police politique marocaine, a été convoqué par une juge d'instruction parce qu'une plainte pour torture avait été déposée à Paris contre lui par un opposant marocain. Ça avait suscité une très grave et très profonde crise diplomatique entre Paris et Rabat. Et pour sortir de cette crise diplomatique, la France, les autorités françaises à l'époque, et c'était Elisabeth Guigou qui était à la manœuvre, ont révisé le protocole d'entente judiciaire entre les deux pays pour empêcher les poursuites contre monsieur Hamouchi. Donc on voit jusqu'où peut aller l'ingérence, c'est-à-dire à peser sur la législation française. Donc ça, c'est des faits d'ingérence qui vont extrêmement loin, qui sont extrêmement graves dans le cas du Parlement européen, comme dans les pays et dans les déclinaisons législatives dans les pays. Et il y a un autre aspect que moi je trouve extrêmement frappant, et là évidemment je pense à mes amis journalistes marocains, opposants marocains, qui subissent en permanence le harcèlement judiciaire, la prison, les accusations, les salissures, et qui subissent toute cette violence politique. C'est qu'aujourd'hui, voilà une diplomatie, celle du Maroc, qui est entre les mains à la fois de la police politique et du contre-espionnage, parce que dans l'organigramme de l'organisation criminelle telle que la nomme le juge Claise, cette organisation corruptrice, c'est bien les services de contre-espionnage marocains qui sont au cœur des manœuvres, au cœur de ces manœuvres de corruption. Et pardonnez-moi, Rosa Moussaoui, donc il y a l'ex-eurodéputé donc Antonio Panzeri qui doit justement révéler, doit fournir un nouveau témoignage aujourd'hui devant la justice belge. On peut s'attendre à d'autres noms qui seront donc dénoncés. Bien évidemment, Panzeri, il tombe, mais il ne veut pas tomber tout seul, donc il se met à table et il faut s'attendre à d'autres développements de cette enquête. Je voudrais simplement signaler que l'un des intermédiaires de ce système de corruption, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Atmoun, qui est aujourd'hui officiellement ambassadeur du Maroc en Pologne. Et ce monsieur-là, par exemple, a cultivé des réseaux extrêmement serrés en France pendant des années. Il a même fini par être décoré par Nicolas Sarkozy de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur lui a été attribuée. Donc on voit bien que c'est une politique à la fois de corruption, de chantage, d'influence qui est extrêmement bien enracinée. Et je partage ce qui a été dit au début sur le fait que les magistrats belges et les enquêteurs belges qui font aujourd'hui leur travail
de manière extrêmement sérieuse, font un travail de salubrité publique, parce qu'il faut que des choses bougent au Maroc. Il est inadmissible aujourd'hui que toute voix discordante, que tout journaliste qui décide de faire autre chose que de chanter les louanges du pouvoir se retrouve en prison, enfermé pour des années avec des peines extrêmement lourdes. On voit bien que c'est un système qui ne peut pas tenir et qui va finir par craquer. Alors la question qui se pose actuellement, Saïd El Ayachi, est-ce que donc, ce scandale pourra avoir un impact sur les relations entre l'Union européenne et donc, le Maroc? Est-ce que donc on a vu dernièrement la réaction de Joseph Borrell, qui a dit face au ministre marocain des Affaires étrangères qu'il n'y a pas donc qu'on ne peut pas tolérer donc il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Les décisions qui vont impacter les relations entre l'Union européenne et le Maroc ne sont pas seulement du ressort de Josep Borrell, qui d'ailleurs, par ailleurs, est un socialiste espagnol connu pour sa marocophilie. Non, le problème il y a deux paliers sur lesquels on va attendre. Est-ce que, et c'est sûr que l'enquête en cours va révéler encore davantage d'ampleur de ce scandale, de cette agression contre le Parlement marocain, et donc comment le Parlement européen, décidément je dis Parlement marocain, mais enfin bon, vous êtes une fixation le Parlement sur le européen Parlement va marocain. décider de quoi pour sanctionner le Maroc pour cette agression contre l'antre de la démocratie européenne d'une part. Et puis nous aurons bientôt, durant cette année, ça concernera encore le Parlement européen et toutes les institutions européennes, y compris la Commission, on aura l'arrêt définitif concernant, n'est-ce pas, le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Oui. Et on va voir alors si l'Europe va respecter sa propre justice et va appliquer donc le jugement tel qu'il a été énoncé par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc voilà deux paliers sur lesquels nous allons attendre de l'honnêteté. Juste un petit point pour terminer. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. C'est parce qu'il y a cette ingénierie de corruption que nous avons eu des résolutions virulentes et injustifiées contre l'Algérie. Maintenant, on comprend pourquoi le Parlement européen a pris toutes ces résolutions contre l'Algérie. El Kantiballa, sur ce point. Sur ce point, j'espère tout à fait que l'Union européenne soit à la hauteur des aspirations de leur peuple, c'est-à-dire des institutions fondées sur le droit, et que la justice belge fasse le travail nécessaire et que les personnes impliquées soient condamnées. Et j'aimerais bien aussi que les résolutions qui ont été prises ou les politiques qui ont été mises en œuvre contre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ou contre l'Algérie soient revues. Et en même temps, le peuple sahraoui, les victimes sahraouis sont en droit de demander pardon à ces personnes-là et ces institutions-là. Rosa Moussaoui, un dernier mot sur l'impact que pourrait avoir justement ce scandale sur les relations entre le Maroc et l'Union européenne. Je crois que ça va refroidir évidemment les choses, mais je suis d'accord, il y a une décision qui va tomber, c'est celle de la Cour de justice des communautés européennes, qui va confirmer l'arrêt faisant tomber les accords de pêche et les accords agricoles, parce que le Maroc n'est pas en droit d'exploiter les ressources du Sahara occidental. Ça va être un moment politique extrêmement important, et ça prouve que lorsqu'il y a des contre-pouvoirs indépendants comme une justice indépendante, eh bien, on ne peut pas en permanence cultiver l'arbitraire. Merci donc à tous mes invités de nous avoir éclairés sur cette affaire. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.